Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, des débats, des reportages, des chroniques et l'expertise de nos invités, c'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Ce sera donc Michel Barnier à Matignon, l'ancien ministre de Jacques Chirac, l'ancien commissaire européen qui fut négociateur du Brexit, devient Premier ministre à l'âge de 73 ans, la fin d'une semaine d'attente dont Emmanuel Macron a le secret, le symbole aussi de l'impasse politique dans laquelle le président nous a tous plongés avec la dissolution. Est-ce le choix le plus consensuel ou un déni de démocratie? On va en débattre pendant une heure dans cette émission. Un Emmanuel Macron qui ne voulait peut-être pas sortir de la magnifique parenthèse olympique. On a battu tous nos records en nombre de médailles. On est dans le top 5 grâce à nos médailles d'or. On a tant et tant d'épreuves. On a eu des médailles individuelles, des médailles par équipe. Celle-ci, c'est la médaille de la nation. Vous en avez chacune et chacun un petit bout. J'en suis le garant. Quel sera l'héritage de Paris 2024? Ce succès collectif peut-il redonner un peu de confiance aux Français? Avons-nous vécu les Jeux les plus réussis de l'histoire? On répondra à cette question tout à l'heure, mais tout de suite, voilà le direct, les images de Matignon, puisque la passation de pouvoir commence. Voilà, vous les voyez arriver, Gabriel Attal. Alors je ne peux pas ne pas faire la comparaison. Le plus jeune des premiers ministres de la Ve République qui va passer le relais à Michel Barnier, le plus ancien, puisqu'il est âgé de 73 ans. Évidemment, on écoutera des extraits de leur prise de parole après ce rendez-vous classique de la vie de notre République. Je vous présente tout de suite mes invités, et puis on vous donnera le portrait de Michel Barnier dans un court instant. Christelle Craplet, bonsoir et bienvenue, directrice BVA Opinion. Mathieu Souquier, bonsoir et bienvenue, vous êtes essayiste et consultant, et vous avez contribué à cet ouvrage La France à 20h, ou l'heure d'être ensemble. Le voilà, ça ne parle pas seulement du journal de 20h, mais ça en parle aussi, et c'est à paraître aux éditions de l'Aube. Franck Morel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres, et vous êtes expert à l'Institut Montaigne. On est également en duplex avec Bertrand Léo Combrade, qui est professeur de droit public à l'université de Poitiers, rédacteur en chef de la rubrique droit constitutionnel chez les Surligneurs. Bienvenue à vous. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Bienvenue, éditorialiste politique. Un petit tour de table très rapide, tiens, sur ce cérémonial. Peut-être que je commence avec vous, Franck Morel, puisque vous l'avez peut-être vécu de l'intérieur, ce cérémonial de la passation de pouvoir. Est-ce qu'il s'y dit des choses vraiment importantes dans le bureau du Premier ministre ? Alors, dans le bureau du Premier ministre, c'est dur à dire, parce que seules les deux personnes qui participent peuvent en témoigner. En revanche, dans les discours qui sont prononcés à cette occasion, c'est souvent l'occasion de poser un certain nombre de marqueurs. Je me souviens, par exemple, que quand Édouard Philippe est arrivé à Matignon en 2017, il s'est adressé à l'époque à Bernard Cazeneuve en disant qu'un homme de droite s'adressait à un homme de gauche. Ce qui était une forme de marqueur, puisque sa nomination était justement le fait, de la part d'Emmanuel Macron, de nommer un homme de droite à Matignon. Donc il y a souvent comme ça quelques propos dans celui qui arrive et dans celui qui part, qui permettent de prendre date et de poser un certain nombre de jalons, soit en termes de bilan pour celui qui s'en va, soit en termes de petits cailloux posés pour celui qui arrive. Mathieu Souquier, un mot là-dessus, parce que c'est quand même... On a vécu beaucoup d'atermoiements, on y reviendra. Cette semaine a été quand même paradoxale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, on discutait de l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, et aujourd'hui, on a Michel Barnier, finalement, dans cette passation de pouvoir. Oui, ça dit quand même quelque chose qui ressemble à de la confusion. Alors, je ne sais pas si c'est de la confusion dans l'esprit du président de la République, je ne suis pas dans son cerveau, mais c'est vrai qu'à minima, la nomination de Michel Barnier met un terme à un feuilleton qui avait des allures de sketch. C'est-à-dire que je pense qu'il est très difficile pour l'opinion, qui se dégoûte de plus en plus de la chose publique, de la politique, de comprendre comment le président de la République peut, après 2 mois de décantation, disait-il, 2 mois de réflexion, hésiter entre un scénario politique ou un scénario société civile. Parce que mardi, c'était Cazeneuve, mercredi, c'était Baudet, jeudi c'était Xavier Bertrand, puis on termine avec... Et par ailleurs, hésiter entre un Premier ministre venant de la gauche ou un Premier ministre venant de la droite, comme si la tartine pouvait tomber indifféremment d'un côté comme de l'autre. Alors normalement, c'est lié au fait qu'il y ait
3 blocs, voire 4 à l'Assemblée, mais bon, oui, mais ça, on se dit quand même où ça devrait se baser sur un programme ou sur une proposition politique quand même. Oui, et sur l'analyse politique qu'on fait d'un scrutin et de ses résultats. Or, normalement, en 2 mois, le président de la République avait eu le temps de faire cette analyse-là. Donc on est un peu surpris qu'à la fin, on puisse se retrouver avec, j'allais dire, tout le monde et n'importe qui. Non, ces personnalités sont très estimables, mais on s'y perd, tous. Un mot justement de la réaction de l'opinion, pas évidemment au choix de Michel Barnier, vous n'avez pas eu temps encore de sonder les Français, mais sur cette période d'attente et sur peut-être ce décalage entre la mobilisation des législatives et... On attend, ça fait 2 mois, ça fait 51 jours que Gabriel Attal est démissionnaire. C'était vraiment une situation qui commençait à agacer les Français. La semaine dernière, on les avait interrogés. On leur demandait c'est quoi votre état d'esprit sur cette attente qui n'en finit pas. Et le premier sentiment qui venait, c'était l'agacement, suivi de la colère. Mais c'est de l'agacement ou ils s'en moquent un peu? Non, parce qu'il y en avait 1 sur 5 à peu près qui nous disaient qu'ils étaient indifférents. Mais moi, j'y vois presque un peu dans cette indifférence du rejet et de... Bon, c'est plus possible, quoi. On vote, il se passe 2 mois et voilà, rien ne se passe. Donc, on va dire que voilà, cette passation, cette nomination de Michel Barnier clôt ce chapitre-là et peut-être, du coup, génère une forme de soulagement. Après, est-ce que ça ouvre vraiment de l'espoir, une satisfaction? Je suis loin d'en être sûre. On va être en direct, en duplex avec Patrick Caner, le président du groupe socialiste ici au Sénat dans un instant. Mais d'abord, je vous propose le portrait du nouveau locataire de Matignon avec Flora Sauvage. Après 2 mois de tractation, Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République, laisse sa place à Michel Barnier, 73 ans. Interrogé sur son âge, alors qu'il est candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2022, celui qui a été 4 fois ministre, député et commissaire européen, revendique son expérience. Il y a des gens qui ont un certain âge et qui ont des idées neuves, et puis il y a des gens très jeunes qui ont de vieilles idées. L'âge, c'est l'expérience. Élu député en 1978, l'ancien négociateur du Brexit, membre des Républicains, coche beaucoup de cases aux yeux d'Emmanuel Macron. Celui que certains surnomment le Joe Biden à la française ne devrait pas revenir sur les réformes menées depuis 7 ans. Sa nomination permet aussi la participation des LR à un gouvernement de coalition. Et surtout, il n'a pas d'ambition présidentielle pour 2027. Au Sénat, à majorité de droite, sa nomination est accueillie avec satisfaction. C'est un homme d'expérience, on le connaît, il a siégé au Sénat, il a occupé toutes sortes de responsabilités, locales, départementales, nationales. Quelqu'un qui est capable de rassembler, de négocier, d'aplanir les difficultés, de définir des objectifs en n'essayant pas de passer en force, je pense que c'est un bon choix. Après des années passées à Bruxelles, celui qui a adopté la culture du consensus va devoir faire ses preuves. Les oppositions dénoncent déjà la nomination de Michel Barnier. C'est un vrai coup de force démocratique, parce que je rappelle que ces gens-là ont été battus aux élections législatives, leur politique a été battue, et que malgré tout, c'est celle qu'on va vouloir imposer une fois de plus aux Français. Michel Barnier va s'atteler à la délicate mission de former un gouvernement. Avant un test grandeur nature, son discours de politique générale. Alors que le RN attend de juger sur pièce, le PS a d'ores et déjà annoncé qu'il censurerait le nouveau gouvernement formé par Michel Barnier. Avec nous donc en duplex, Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous parlez de déni de démocratie comme Éric Coquerel? Ce sont des expressions que j'emploie peu, dans la mesure où je considère que le président est dans son droit. Mais très concrètement, j'ai toujours pensé que le roi était nu, à savoir Emmanuel Macron, mais que le fait du prince continue à fonctionner. Et c'est un fait du prince qui permet finalement une nomination d'un Premier ministre supplétif par un président disruptif. Donc ça fait beaucoup à digérer, je ne vous le cache pas. Chacun a bien compris que le président avait été sanctionné par le peuple français aux élections européennes, le 9 juin, le 30 juin aux élections législatives premier tour, le 7 juillet au second tour. Et puis voilà, tout change pour que rien ne change. Nous avons le même président de la République, nous avons la même présidente de l'Assemblée nationale, nous avons maintenant un Premier ministre de droite nommé par un président de droite, avec un RN qui prend en otage tout le monde. Mais Patrick Caner, lundi, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, était aux portes de Matignon. Finalement, c'est Michel Barnier qui est un baron de la droite. Est-ce que votre parti a raté le coche? Vous savez, je considère que nous devions nommer un personnage, homme, femme,
issus de la gauche. Nous avons soutenu, vous le savez, Lucie Castet, au nom des 4 formations composant le nouveau Front populaire. Le président de la République l'a récusé. Dans une forme de mascarade à laquelle j'ai pu assister, notamment le 22 août à l'Élysée. Voilà, le président de la République a fait passer un grand oral à Lucie Castet, qui d'ailleurs s'est bien débrouillé, mais dans son esprit, c'était niette, déjà avant même de commencer. Donc Bernard Cazeneuve était une solution. D'ailleurs, peut-être qu'elle le sera un jour. Oui, mais elle a été rejetée par le PS. Alors, très concrètement, nous avons eu un débat au Bureau national. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que dans la résolution portée par le Bureau national du Parti socialiste, une de nos plus hautes instances, nous aurions pu mentionner le fait qu'un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve, respectant le Front républicain, respectant les grandes lignes politiques du nouveau Front populaire, retraite, pouvoir d'achat, fiscalité, pouvait permettre une vraie réponse au peuple de gauche qui a cru dans ces élections en sanctionnant 3 fois le président. Le Bureau national a fait un choix majoritaire différent. Je tiens à le dire que je le regrette. Parce que même si nous n'étions pas sûrs que Bernard Cazeneuve aurait été désigné par le grand dégoupilleur en chef qui est Emmanuel Macron, peut-être qu'un soutien plus clair du PS aurait permis cette nomination. Mais vous savez, je ne fais pas de politique en regardant mon rétroviseur. Nous avons un président de droite qui nomme un Premier ministre de droite. Eh bien, nous allons, en tout cas à l'Assemblée, porter une censure parce que M. Barnier, je ne l'oublie pas, fait partie d'une formation politique à droite importante dans l'arc républicain qui n'a pas soutenu le Front républicain. Et pour moi, c'est une faute indélébile. Merci beaucoup, Patrick Kanner. Vous êtes dans un aéroport. Je vous laisse aller attraper votre avion. Ne soyez pas en retard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chapitre consacré à Michel Barnier. Et je me tourne vers vous, Christelle Craplet, parce que on vous a demandé d'aller rechercher des sondages forcément un peu anciens, parce qu'il avait disparu des radars, Michel Barnier. Qu'est-ce qu'il représente dans l'opinion française ? J'ai un peu fouillé. En fait, on l'avait retesté au moment de sa candidature. Vous imaginez avec une lampe frontale en train d'aller chercher dans les archives. Et donc la dernière mesure que j'ai trouvée, c'était en 2022, donc il y a 2 ans. C'est pas si loin. Voilà, en fait, nous, on a une question qui est: est-ce que vous souhaitez qu'un certain nombre de personnalités aient de l'influence à l'avenir ? Il avait une cote d'influence qui oscillait entre 18 et 19%. C'est pas beaucoup, mais c'est pas si mal dans un univers où voilà, les politiques suscitent pas un énorme intérêt chez les Français. Il était plutôt bien positionné auprès des sympathisants LR. En fait, le sentiment que ça me donne, c'est qu'il avait un peu du mal quand même à imprimer, comme on dit dans l'opinion. Il n'a pas une structure d'image très aboutie. Il est identifié en partie. Il n'est pas totalement inconnu, mais beaucoup de personnes, notamment parmi les plus jeunes, voilà, n'en ont pas forcément entendu parler. Et en fait, là où marque des points, c'est auprès des hommes, des plus âgés, des cadres, donc des gens qui sont déjà, soit qui ont connu sa carrière par le passé, soit qui s'intéressent plus à la politique. On a entendu Patrick Kanner parler de Premier ministre supplétif et président disruptif. Est-ce que ce sera un Premier ministre supplétif ? Je peux le formuler d'une autre façon, Franck Morel. Un collaborateur ou une vraie cohabitation ? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a un fait quand même politique notable qu'il faut souligner, c'est que c'est la première fois sous la Ve République qu'on a la construction d'une coalition postérieurement à l'élection. On a eu plusieurs élections législatives où il y avait des coalitions qui se présentaient devant les électeurs. Là, on a une coalition avec les partis de l'ancienne majorité présidentielle et LR, qui est officiellement construite. LR a fait évoluer sa position, puisque Laurent Wauquiez, au début, était plutôt pour un, entre guillemets, soutien sans participation. Et là, on est vraiment dans une logique de coalition. C'est pour ça que je dirais que le qualificatif de supplétif ne s'applique pas, mais de cohabitation en partie seulement. Puisque on va ressortir le néologisme qu'on a déjà utilisé plein de fois. Voilà, coalitation, c'est ça ? Oui, coalitation. Bon, voilà, okay. Puisque le camp de l'ancienne majorité est dans la coalition. Donc de ce point de vue-là, c'est pas vraiment une cohabitation, mais en même temps, cette coalition inclut LR, qui était dans l'opposition jusqu'alors. Donc on est sur quelque chose d'hybride, qui est tout à fait nouveau sous la Ve République, qui est cette coalition post-élection, et qui lui donne une vraie légitimité démocratique. On l'a vu au moment de l'élection de la présidence de l'Assemblée, puisque la présidente de l'Assemblée a été élue sur la base de l'addition des voix de cette même coalition. Donc, puisque nous, on pose la question choix consensuel ou déni démocratique, vous dites plutôt qu'on est dans un choix
consensuel ou en tout cas raisonnable, je ne sais pas, je ne vais pas, raisonnable, on va dire. Choisir les adjectifs à votre place. Déni de démocratie ou pas, Mathieu? Je trouve que vous allez un peu vite en disant coalition. Il y aura peut-être une coalition, mais à ce stade, il y a le choix juste d'une personnalité. On n'a pas entendu que LR s'embarquait avec les différentes composantes de l'ex-majorité présidentielle. C'est tout à fait possible, peut-être même probable, mais en fait, on n'y est pas. Et on a compris que précisément, Michel Barnier remplaçait Xavier Bertrand, qui tenait la corde jusqu'à hier, parce qu'il était un élément plus consensuel que précisément Xavier Bertrand. Alors, je ne parlerai pas de déni de démocratie, je constate quand même que le choix de Michel Barnier vraisemblablement repose sur un double critère. Laurent Wauquiez était d'accord, Marine Le Pen n'était pas contre. Oui. Et c'est la voie de passage qui, du coup, a permis en fait d'atterrir sur la personnalité de Michel Barnier. Je ne suis pas sûr que, du coup, ça réponde pleinement à l'équation qui a été posée par les résultats de l'élection du 7 juillet. On en reparlera du poids du Rassemblement national, finalement, que l'on peut vraiment toucher du doigt depuis plusieurs jours. Mais je me tourne une première fois vers Bertrand Léo Combrade, puisqu'on parle de cette cohabitation, peut-être d'un nouveau genre. Revenons au texte de la Constitution. Quelle place donne-t-elle au Premier ministre, tout simplement? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Constitution de 1958, si vous lisez le texte, c'est une Constitution primo-ministérielle, c'est-à-dire qu'elle donne la primauté au Premier ministre, qui est chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation, et elle ne fait du président de la République qu'un arbitre. Après, en pratique, le président prend les manettes la plupart du temps, sauf en période de cohabitation, justement. Et la question qui va se poser durant les prochaines semaines, c'est bien sûr de savoir si nous sommes dans une cohabitation, c'est-à-dire une situation politique dans laquelle le Premier ministre et le président de la République vont se battre pour la répartition des pouvoirs politiques, ou est-ce que nous sommes dans une simple coalition où le président et le Premier ministre seront conduits à devoir s'entendre parce qu'ils devront construire des majorités à l'Assemblée nationale pour continuer à réformer. Ça, la question reste ouverte. Parmi les atouts qui sont mis en avant pour expliquer la nomination de Michel Barnier à Matignon, il y a son passé de commissaire européen et de négociateur européen. C'est lui qui était chargé de résister à la pression britannique lors du Brexit. Écoutez. L'UE a fait preuve à plusieurs reprises de flexibilité et de créativité pour travailler avec les lignes rouges du Royaume-Uni sur le rôle de la Cour de justice européenne ou sur la préservation de l'autonomie législative du Royaume-Uni en matière de pêche, par exemple. Il est temps que le Royaume-Uni fasse de même. Pour être clair, nous ne sacrifierons jamais les intérêts économiques et politiques à long terme de l'UE au seul profit du Royaume-Uni. Voilà, évidemment, archives qui datent on est en plein bras de fer entre l'Europe et la Grande-Bretagne à ce moment-là. La France, elle est sous le coup d'une procédure européenne pour déficit excessif, Franck Morel. Est-ce que le réseau bruxellois, en quelque sorte, du Premier ministre peut lui servir? Indéniablement, ça peut aider. Ça peut aider. La connaissance que Michel Barnier a des arcanes bruxellois est incontestablement un atout. Alors après, il y a d'un côté le processus, on va dire, la forme, la connaissance des acteurs, la connaissance des manières de faire, et puis il y a les faits par eux-mêmes, c'est-à-dire l'état des finances publiques. Donc il aura fort à faire de ce point de vue-là au plan déjà national, pour bâtir un budget, pour faire voter un budget, mais incontestablement, vis-à-vis de Bruxelles, c'est quelque chose qui ne va pas nuire, ça c'est clair. Sophie ? Oui, absolument. Et puis en fait, Michel Barnier, il a quand même il a été un très bon commissaire européen. On a tendance à lui faire des procès en France qui ne sont pas forcément très justes. En tout cas, il a été perçu là-bas. Pas du tout comme un techno, comme on veut bien l'entendre, mais un vrai politique. Et il a réussi à mener des combats. C'est un homme de mission, en fait. C'est un homme de combat. C'est pas un intellectuel ou un conceptuel, comme on les aime en France, souvent, des hommes politiques qu'on vante derrière leur bibliothèque, etc. C'est vraiment l'homme de mission. D'ailleurs, c'est l'homme des JO. Et c'est cette mission qu'il a conduite. Les JO de 92, oui, absolument, qu'il a conduit pendant 10 ans contre François Mitterrand, qui n'en avait pas envie, contre Jacques Chirac, qui voulait que ça se passe à Paris. Il a réussi. Il s'en fait encore sa gloire. Et encore aujourd'hui, il en parle. Et c'est vraiment cet homme-là, à Bruxelles, c'est un très, très gros bosseur. Un mot de la dette. Alors, déficit et dette, c'est pas la même chose, mais le pouvoir d'achat, ça reste très clairement, Christelle Craplet, la première préoccupation des Français. Est-ce que l'item de la dette remonte, inquiète ou pas du tout ?
Non, clairement, c'est pas dans les préoccupations personnelles des Français. Alors après, quand on leur pose la question à l'échelle du pays, ça peut émerger, mais sincèrement, c'est vraiment pas leur préoccupation première. Eux, c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi la sécurité qui revient en force et de façon plus prononcée qu'avant. Et puis la santé, qui reste un sujet fort, la santé comprise au sens large, avec aussi les déserts médicaux. Et sur tous ces sujets-là, il va être clairement attendu. Et on parlait de sa capacité de négociateur, son rôle politique, son rôle presque diplomatique. C'est une chose, mais d'un point de vue opinion publique, il va clairement être attendu par rapport à ce qu'il va pouvoir faire concrètement. Oui. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'il va vraiment donner le sentiment d'une inflexion de la politique. C'est quand même le message qu'ont voulu envoyer les Français, même si ce n'est pas dans le même sens. À l'issue des élections législatives, est-ce qu'on en parlait tout à l'heure, ça va être perçu comme une cohabitation? Je ne suis pas sûre. Je me demande si va pas y avoir plutôt le sentiment d'une continuité, surtout si d'autres personnalités du gouvernement actuel demeurent, et du coup le sentiment pour les Français que finalement rien ne change. Et ça, ce n'est pas très positif. C'est vrai qu'il y a plusieurs ministres démissionnaires qui font savoir qu'ils resteraient bien à leur poste, sont prêts à rester. Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, qui fait valoir, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a eu une valse de ministres depuis 2 ans. Bref, elle n'est pas la seule. Ça serait quand même, pour l'opinion, Mathieu Souquier, un peu baroque, pour ne pas dire choquant. C'est le sujet majeur. Enfin, il n'y a pas encore de coalition, mais il n'y aura évidemment pas de cohabitation. Si Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier, c'est pour faire ce qu'il dit d'ailleurs depuis quelques jours, enfin le message qu'il fait passer, c'est pour qu'il n'y ait aucune inflexion politique. Ou que précisément les grands axes ou les grands fondamentaux de la politique menée depuis 7 ans ne soient en aucun cas remis en cause. Et ça, effectivement, je ne vois pas comment ça peut passer dans l'opinion. Michel Barnier est sans doute quelqu'un de très estimable, il n'y a pas de doute là-dessus, même s'il a un petit sujet de notoriété à ce stade, et même si par ailleurs, dans le macronisme, il y avait une promesse de renouvellement et qu'avec un homme politique qui a commencé ses fonctions ministérielles en 1993, cette promesse de renouvellement est perdue, il y a effectivement ce sujet. Même si les enseignements du scrutin du 7 juillet ne sont pas si faciles que ça à tirer, on voit quand même que le double message que les Français ont lancé, c'est on ne veut plus d'Emmanuel Macron. 1, on ne veut plus d'Emmanuel Macron. 2, on ne veut pas ou pas encore du RN. Et à la fin, on se retrouve avec précisément un Premier ministre qui est choisi pour poursuivre la politique d'Emmanuel Macron. Il y a assez peu de doutes là-dessus. Et par ailleurs, son nom a dû être discuté avec le RN pour vérifier qu'il n'allait pas tomber sous la coupe d'une censure tout de suite. Donc on est totalement à rebours du message qui a été effectivement envoyé le 7 juillet. Je ne vois pas comment l'opinion va recevoir cette nomination. Oui. Comme promis, un chapitre consacré au Rassemblement national. Tout de suite, c'est certainement l'une des leçons, voire la leçon de cette semaine de quasi-impasse politique. On écoute Marine Le Pen réagir à la nomination de Michel Barnier. Notre confrère de LCI lui demande quel genre de Premier ministre doit-il être pour obtenir votre soutien. On a été totalement transparent, on a demandé à ce que nos électeurs soient respectés. C'était le premier critère. Le deuxième critère était un Premier ministre qui s'intéresse à la modification du mode de scrutin parce qu'on ne peut pas envisager de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. Il faut que la France puisse, demain, lorsqu'il y aura une dissolution, obtenir une majorité claire pour la gouverner. Et évidemment, les sujets de fond qui nous intéressent fondamentalement sont ceux de la prise en considération de l'immigration hors contrôle, de l'insécurité qui explose, et évidemment de la préservation du pouvoir d'achat des Français. Donc ça, je ne peux pas répondre en amont, et nous attendrons le discours de politique générale de M. Barnier. Ce qui n'était pas le cas pour Xavier Bertrand, sans doute pour des inimitiés, on va dire, locales et les souvenirs de la campagne électorale pour les régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais bref, Michel Barnier semble être toléré par le Rassemblement national et ses alliés. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été choisi, Sophie ? Sans doute, Thomas, au moins en grande partie, parce que Emmanuel Macron, donc, comme on l'a dit, a pris son temps pour trouver celui qui passerait au travers des gouttes acides de la dissolution parlementaire, et il pense l'avoir trouvé en pliant les chines devant le parti de Marine Le Pen. Et pourtant, vous vous en souvenez tous, votre vote m'oblige. C'était quand ? Vous vous souvenez de ces mots, ceux qu'il avait choisi, Emmanuel Macron, le 24 avril 2022. À celles et ceux, disait-il, qui ont voté pour moi, non pour soutenir mes idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, votre vote m'oblige. Emmanuel Macron venait de l'emporter. Il était élu pour la 2e fois à la tête de l'État, avec 58,54% des suffrages. Marine Le Pen, en face, avait recueilli 41,46%, bloqué par un barrage républicain. Et 2 ans plus tard, ce même barrage aux législatives passe la coalition de gauche en tête, le nouveau Front populaire, avec 193 députés contre 143 pour Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Seulement voilà, Thomas, ce sont bien eux qui ont effectivement guidé leur choix, guidé le choix d'Emmanuel Macron, les kingmakers, donc les faiseurs de roi. Pourquoi ? Eh ben parce que c'est un poids réel quand même, il faut le dire. 10,1 millions donc aux législatives d'électeurs ont placé un bulletin du RN ou de ses alliés dans les urnes le 7 juillet. Et puis aux européennes, un mois plus tôt, le RN, il faut s'en souvenir, a rassemblé 31,3% des voix. Et donc 2 fois plus que le score du parti centriste de la coalition présidentielle. Alors on a raison de dire que les scores de ce scrutin sont toujours à prendre avec des pincettes qui ne sont pas un reflet réel ou sincère de notre vie politique, mais en tout cas ça a servi pour Emmanuel Macron d'électrochoc, ça l'a vraiment percuté et c'est ce qui est à l'origine de la dissolution. Oui, c'est pour ça qu'il prononce la dissolution juste. Oui, c'est absolument pour ça, le 9 juin. Et le chef de l'État est convaincu que la société, finalement, lui, en tout cas, pense que la société penche à droite, voire à droite de la droite, et il pense que se montrer conciliant, faire preuve d'un esprit de conciliation, pourrait éteindre le feu, empêcher les nationalistes d'arriver au pouvoir en 2027. Le chef de l'État n'avait pas d'autre choix ? Eh bien, écoutez, si, bien sûr, on l'a dit, il avait d'autres choix, et notamment Valérie Pécresse l'a reconnu ce jeudi matin, sans doute un peu tard. Il aurait été très bien possible de donner sa chance à Lucie Castex, de lui permettre de tenter de trouver un chemin d'accord parlementaire, et pourquoi pas aussi, effectivement, à Bernard Cazeneuve, qui reste encore un recours aussi. Mais tel un sphinx dans son palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a gardé son regard à droite. Mais attention, pourquoi attention ? Eh bien attention, parce que oui, en fait, le Rassemblement national donne le sentiment de tolérer Michel Barnier parce qu'il assume des positions radicales sur l'immigration. Il faut se souvenir de la primaire de la présidentielle. Mais il ne s'est jamais heurté frontalement au Rassemblement national, contrairement à Xavier Bertrand, évidemment, dans le Nord, les élections régionales, on s'en souvient tous. Eh bien, Michel Barnier, le Savoyard, lui, n'a jamais eu à croiser le fer avec le Rassemblement national. Ouais. Et puis, Michel Barnier, en fait, c'est un homme de cette génération où la politique était encore respectueuse des relations. Elle n'avait pas encore plongé dans les populismes, les clivages, la violence et la fragmentation. Mais il ne faut pas se tromper. Michel Barnier est un républicain intransigeant, un chiracien dans l'âme sur ces terres-là et profondément européen. Et il risque bien d'y avoir des dissolutions, des déceptions côté Rassemblement national, c'est ça ? Du Rassemblement national, ça va rendre la séquence qui s'ouvre passionnante. Le RN faiseur de roi, c'est quand même l'un des paradoxes du trimestre dont on vient de vivre une étape importante, Christelle Craplet. Oui, c'est un vrai paradoxe parce que quand même ce qui s'est exprimé pendant ces élections législatives, c'est quand même un renouveau du Front républicain qu'on pensait avoir disparu et qui a été réactivé avec une forte mobilisation quand même des Français. Donc tout ça pour arriver finalement à une situation où c'est le Rassemblement national qui apparaît comme le faiseur de roi, ça peut paraître paradoxal. Après, je pense que chacun va interpréter les résultats à l'aune de sa sensibilité politique. Grande colère, déception, frustration du point de vue des sympathisants de gauche. Clairement, c'était l'agréable surprise le 7 juillet d'arriver en tête et finalement on leur laisse même pas la chance d'avoir un gouvernement fût-il censuré immédiatement. Donc là clairement eux vont se radicaliser et du point de vue des sympathisants du Rassemblement national, je suis pas sûre du tout pour les raisons que vous mentionniez qu'ils soient si satisfaits de voir Michel Barnier dont le positionnement peut paraître quand même finalement assez proche de celui d'Emmanuel Macron et c'est précisément ce qu'ils abordent. Donc on va voir quels sont les éléments de discours, est-ce qu'il y a des gages qui sont donnés sur leurs attentes, notamment en termes d'immigration. Mais à mon avis, de prime abord, c'est pas une nouvelle accueillie à bras ouverts par les sympathisants RN. Alors sur ce thème, je vous propose une réaction, celle de l'ancien président de la République, François Hollande. S'il a pu être désigné après cette longue procédure, et alors même qu'il n'avait pas été donné à Mme Castet la possibilité de voir si elle pouvait elle-même être acceptée par l'Assemblée nationale, c'est parce que le Rassemblement national, précisément l'extrême droite, a donné une forme de quitus. Et c'est quand même un paradoxe que, ayant réalisé un front républicain qui a été douloureux pour beaucoup, mais nécessaire, même s'il ne faut pas écarter, bien sûr, les électrices et les électeurs du Front National. Mais il n'empêche, le Front républicain, il a eu lieu pour écarter l'extrême droite. Et là, c'est l'extrême droite qui donne, d'une certaine façon, à monsieur le président de la République, Macron, la possibilité de nommer un Premier ministre de son choix. Je pense qu'il aura, devant l'Assemblée, à s'en expliquer.
Voilà pour la réaction de François Hollande. Tiens, on jette un œil au perron de l'hôtel Matignon. Voilà, ça discute toujours pour l'instant entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Évidemment, on écoutera l'essentiel de leur prise de parole, en tout cas de celle du nouveau Premier ministre. Franck Morel, revenons sur le Rassemblement national. Michel Barnier va-t-il devoir donner des gages au RN ? Peut-être pas dès ce soir dans son discours de passation de pouvoir, mais lors du discours de politique générale. Lors du discours de politique générale, évidemment, ce qu'il va dire va être scruté par rapport à tout ce qui pourrait être chiffon rouge et fonder la justification d'un vote de censure. C'est évident. Alors après, il faut faire le tri dans les différentes choses qu'a évoqué tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé, ce qu'a évoqué Marine Le Pen, dans ce qu'il aurait de toute manière fait. Je pense notamment en matière d'immigration, il avait pris des positions effectivement en 2022. Donc de toute manière, gage ou pas gage, c'est des choses qu'il aurait de toute manière mis en musique, ou des choses qui seront regardées comme étant à dessein mises en avant. Je voudrais revenir quand même sur la question de l'aboutissement effectivement de cette période très longue, trop longue effectivement, sans doute aux yeux de nos compatriotes, à juste titre effectivement de nomination d'un Premier ministre. En mettant en avant quand même le fait qu'on était arrivé, après plusieurs jours de séquences de sondes envoyées au centre-gauche, au centre-droit, à une situation où la piste de centre-gauche était fermée. Et elle était fermée en dernier lieu par une délibération du Bureau national du Parti socialiste. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Patrick Caner. Qui avait même fermé la porte à Bernard Cazeneuve. Pas à une personnalité de centre-droit, à Bernard Cazeneuve. Donc le poids aujourd'hui de la position du RN, elle est aussi la résultante de ce processus et de cette impossibilité, en réalité, d'aller jusqu'au bout de l'exploration d'une piste de centre-gauche, du fait d'une position extrêmement fermée du côté des mouvements politiques. Vous dites part de responsabilité oui, bien sûr. du Front populaire ou des partis de cette coalition. Après, Sophie, moi je voudrais revenir sur un dernier point qui m'inquiète beaucoup et qui est assez contradictoire d'ailleurs dans ce qu'a dit Marine Le Pen quand elle dit tout à l'heure on doit adopter un mode de scrutin qui permet de dégager une majorité. Alors, la proportionnelle, si vous voulez bien, dans une minute. Tout à l'heure. Sophie Dravinel. Juste revenir, moi, sur ce que vous disiez sur le Bureau national des socialistes, je ne suis pas si certaine. Finalement, les socialistes étaient un peu coincés. Parce qu'effectivement, pour ce qui est de Bernard Cazeneuve, pour ce qui est de Lucie Gastet, elle avait quand même dit qu'elle souhaitait, qu'elle pouvait mettre de l'eau dans son vin. Il y aurait pu y avoir vraiment chez Emmanuel Macron cette volonté de donner un peu de confiance et de laisser la main au Parlement et donc à la politique et donc à un fonctionnement normal des institutions. C'est-à-dire de lui laisser sa chance de tester, de dire écoutez, si vous voulez essayer, on va voir si vous pouvez avoir un accord pour Bernard Cazeneuve. Je pense que les socialistes étaient pris sous une espèce de phare. Effectivement, il y avait toute une partie de la gauche radicale en particulier qui ne voulait pas de Bernard Cazeneuve, mais le PS craignait qu'en soutenant trop fort Bernard Cazeneuve, justement Emmanuel Macron décide de ne pas le nommer pour ne justement pas donner le sentiment d'un échec personnel. Parce que ça, c'est très fort quand même chez Emmanuel Macron. Solène de Royer dans Le Monde l'avait dit il y a quelques jours dans une très bonne chronique. Finalement, nommer Bernard Cazeneuve, ce serait pour lui un retour aux sources et ce serait un échec de sa politique depuis 2017. Alors, donc je pense que ce n'était pas si simple. Gabriel Attal et Michel Barnier. Donc on va écouter au moins le démarrage de l'allocution de Gabriel Attal et ensuite celle de Michel Barnier, évidemment. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. Et au moment où je quitte mes fonctions à Matignon, je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. Les Français vous connaissent, ils savent que vous êtes un grand élu local, que vous connaissez nos territoires, que vous avez une expérience quasiment inégalée du service de l'État dans différentes fonctions, de l'international et de l'Europe aussi. Évidemment, quelqu'un qui a mené à bon port des négociations aussi dures que celles sur le Brexit doit savoir manœuvrer dans le paysage politique français que nous connaissons aujourd'hui. Au moment de quitter mes fonctions à Matignon, je veux aussi évidemment remercier chaleureusement le président de la République pour la confiance qu'il m'a faite quand il m'a nommé il y a 8 mois comme Premier ministre.
Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie. Parce que c'est un honneur de servir son pays. Et servir son pays, on ne le fait jamais seul. Les visages qui sont ici rassemblés dans cette cour, Monsieur le Premier ministre, ce sont les visages de femmes et d'hommes qui travaillent ici, à Matignon. Des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins avec un objectif, être utiles à notre pays. Ils sont à l'image de ces millions de serviteurs de l'État partout sur le territoire national. La France... Je reprends la main, monsieur. Bon, c'est très important. Et pour les collaborateurs, vous en étiez du Premier ministre, c'est un moment évidemment émouvant et important. Mais c'est peut-être pas la partie de cette passation de pouvoir que l'on attend le plus. On écoutera in extenso la réponse de Michel Barnier dans un instant. Glissons la proportionnelle, tiens. Je vais commencer avec Mathieu Souquier, je vous donne la parole. Juste après. Marine Le Pen veut la proportionnelle, c'est pas le seul parti politique à le demander. On peut s'attendre à avoir beaucoup de proportionnel dans le discours de politique générale de Michel Barnier ? Alors c'est un marronnier, on en parle depuis toujours, et effectivement tout le monde en veut, et pour l'instant on n'y arrive pas. Globalement, la question de la proportionnelle pose encore une fois la question de notre culture politique, de notre capacité à gouverner collectivement autrement. Et malheureusement, la séquence que nous avons traversée depuis 2 mois n'a pas démontré, n'a pas permis de prouver que nous sommes prêts à cette bascule culturelle. Effectivement, il y a eu un jeu un peu trouble de la part du président de la République quand même, à temporiser, à tergiverser. Certains ont dit à enfumer un peu tout le monde en prenant son temps. Mais derrière, on a vu que l'ensemble des forces politiques, en réalité, en fermant à peu près toutes les portes. Alors ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon dès 20h08 le 7 juillet, mais ça vaut pour Laurent Wauquiez qui a aussi dit... Laurent Wauquiez ayant dit exactement la même chose. Son pacte législatif en 10 points, c'était évidemment la base programmatique sur laquelle il entendait que tout le monde se retrouve, sans que lui-même aille au gouvernement. Donc derrière la question de la proportionnelle, il y a la question en fait de notre culture politique et même de notre posture politique. Et collectivement, là, nous avons failli. Peut-être juste un dernier point quand même sur ce qui s'est passé le 7 juillet, le fameux front républicain. Entre le 9 juin et le 7 juillet, nous avons tous vécu avec la quasi-certitude que l'extrême droite serait au pouvoir. Sondages à l'appui, mais sondages solides à l'appui. Et puis effectivement, l'opinion s'est réveillée, et donc des macronistes se sont fait harakiri pour voter pour le NFP, en dépit de leurs convictions, et des gens du NFP se sont fait harakiri pour voter pour la Macronie. Pardon, et à la fin, on se retrouve avec le choix d'un LR. Michel Barnier, c'est un LR, précisément qui n'a pas participé en fait à ce front républicain. Et alors, donc, on a quelqu'un qui n'a pas participé au front républicain, qui doit donner des gages à l'extrême droite. Je reprends la main parce qu'on est sorti des traditionnels remerciements au personnel de Matignon, c'est un peu plus politique, Gabriel Attal. Des circonstances difficiles. Du travail avec les agriculteurs en colère, les agriculteurs en plein doute. Je retiens leur extraordinaire attachement à la terre, à notre terre, et à la perpétuation de la culture française. Des hommages que nous avons rendus aux gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie, aux agents de l'administration pénitentiaire assassinés. Je retiens l'honneur dans la souffrance. Je retiens l'exemple exceptionnel de ces femmes, de ces hommes, forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, agents de la pénitentiaire, qui se lèvent tous les matins et vont travailler au péril de leur vie pour protéger les Français. Être Premier ministre, c'est un honneur parce que cela permet d'agir. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Mais il y a aussi le sentiment du devoir accompli dans le temps qui m'a été imparti. Avec mon équipe, avec le gouvernement, pendant 8 mois, nous avons agi. Nous avons travaillé d'arrache-pied, avec une ambition, respecter nos promesses. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Nous aurions permis à des Français de vivre mieux, aux classes moyennes de retrouver leur place pleinement dans la société et à la France d'être plus forte encore. Nous avons engagé des chantiers structurants pour mettre notre pays en mouvement et répondre aux attentes profondes, les plus profondes des Français. Répondre à l'urgence que le travail paye mieux,
avec ce chantier de la désmicardisation que j'ai lancé quand je suis arrivé ici à Matignon. Nous avons beaucoup travaillé ces 8 derniers mois avec les membres du gouvernement, les parlementaires, avec des économistes. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Répondre aux besoins vitaux de services publics, et au premier rang desquels l'école de la République, qui, je le redis ici, est la mère des batailles. Et si je ne devais vous faire qu'une demande, Monsieur le Premier ministre, ce serait de continuer à faire de l'école de la République une priorité absolue. Parce que l'école, c'est l'assurance-vie de la République. Et évidemment, quelques jours après la rentrée scolaire, je veux dire ma reconnaissance à nos professeurs, aux équipes pédagogiques qui sont chaque jour aux côtés de nos élèves. Je veux dire aussi que nous n'oublions pas et que nous pensons chaque jour à Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par le terrorisme islamiste. Oui, l'école est la mère des batailles, et avec la revalorisation inédite du salaire de nos enseignants, en avril dernier encore, des infirmières scolaires, avec le choc des savoirs, avec la lutte implacable contre le harcèlement qui est un véritable fléau, nous affirmons une chose claire. Nous préférons toujours l'exigence au nivellement par le bas. Nous préférons toujours l'autorité au laxisme. Nous préférons toujours la fraternité et la bienveillance au chacun pour soi. Nous préférons toujours les savoirs fondamentaux à la dilution des savoirs. Les services publics, c'est évidemment aussi la santé et l'enjeu de l'accès aux soins qui est majeur, dont nous parlent tous nos concitoyens sur le terrain. Là aussi, nous avons engagé des choses, pris des décisions et notamment un train de simplification inédit pour des procédures médicales du quotidien, pour libérer du temps médical aux médecins, renforcer l'accès aux soins dans les territoires. D'autres mesures sont nécessaires. Nous avons travaillé ces derniers mois pour doubler le nombre d'étudiants en médecine d'ici à 2027. Ce travail devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Répondre à l'aspiration d'autorité à tous les étages des Français, et notamment au constat que j'ai fait moi-même lorsque j'ai été nommé à Matignon, d'une forme de délitement, de violence débridée chez des jeunes parfois de plus en plus jeunes. Nous avons beaucoup travaillé avec, là aussi, le gouvernement, les parlementaires, des femmes et des hommes de la société civile ces derniers mois, et nous avons élaboré un projet de loi qui, je le crois, répond profondément à ce besoin d'autorité. Ce projet de loi devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Répondre à l'attente des Français et notamment de nos jeunes pour la transition écologique. Nous avons investi massivement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire. Nous avons ces derniers mois élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan national devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Enfin, il y a les enjeux pour lesquels nous avons engagé des textes au Parlement. Nos agriculteurs, j'en parlais, avec un texte pour simplifier leur vie et avec des travaux qui ont été engagés pour améliorer leur rémunération. La question du logement qui est centrale pour les Français aussi, pour permettre aux classes moyennes de pouvoir se loger, mieux se loger. Ces textes sont en discussion, étaient en discussion avant la dissolution au Parlement. Évidemment, il faudra les faire prospérer. Notre pays connaît une situation politique tout à fait inédite. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. À condition que nous acceptions tous de sortir du sectarisme. À condition que nous acceptions tous de sortir des coups politiques. À condition que nous acceptions tous de tout voir, d'arrêter de tout voir en noir. Et je le dis, cette année 2024 est pleine de paradoxes. Oui, il y a de l'inquiétude et de la colère dans notre pays. Et il y a un pays qui connaît son taux de chômage le plus bas depuis 40 ans et dont le taux d'inflation est revenu à son niveau de 2021. Oui, il y a du défaitisme dans notre pays. Et notre pays, toujours en 2024, organise l'événement du siècle avec les Jeux olympiques et paralympiques. Incroyable performance en matière de sécurité, d'organisation, de performance sportive qui fait rayonner la France dans le monde.
Oui, il y a du pessimisme dans notre pays. Et pourtant, toujours en 2024, dans quelques mois, les portes de Notre-Dame de Paris rouvriront 5 ans seulement après le terrible incendie qui a bouleversé les Français, et alors que beaucoup pensaient que c'était impossible. Oui, il y a du fatalisme dans notre pays. Alors qu'en 2024, nous commémorons les 80 ans du débarquement et de la libération. Quel plus formidable témoignage, quel plus formidable exemple de ce que la France est capable de faire, y compris dans les heures les plus terribles et les plus sombres de son histoire. Alors je le dis, y compris en cette année 2024, je crois qu'il y a au moins autant de raisons de douter que d'espérer. Plutôt d'espérer que de douter. Il y a même plus de raisons d'espérer que de douter. Et vous l'avez compris, vous me trouverez toujours du côté de celles et ceux qui choisissent d'espérer, qui choisissent d'apaiser, qui choisissent de construire. Avant de terminer, vous me le permettrez sur un plan plus personnel, je tiens à remercier mon gouvernement, une équipe de femmes et d'hommes exceptionnels, avec des parcours différents, des expériences différentes, des convictions parfois différentes, mais qui se sont toujours retrouvés autour de la volonté d'abord de travailler, d'être utile, et qui ont, je crois, forgé une véritable amitié. Et votre présence nombreuse aujourd'hui, je le dis, me touche particulièrement. Je veux remercier les parlementaires, et évidemment les parlementaires de la majorité, pour leur travail. Remercier aussi les candidats qui se sont présentés pour l'ancienne majorité à l'occasion des dernières élections législatives dans un moment évidemment très compliqué avec beaucoup de vents contraires. Je veux remercier mon équipe et notamment mon cabinet parce que je crois qu'être bien entouré, c'est plus qu'un trésor. C'est ce qui vous permet véritablement d'agir parce que vous êtes en confiance, parce que vous avez autour de vous des femmes et des hommes qui sont engagés et avec qui vous tissez des liens qui vont bien au-delà de la politique. Enfin, je veux remercier, on peut les applaudir. Enfin, je veux remercier ma famille. On vient tous de quelque part. On a tous des racines. Et je crois que les défis que nous affrontons dans nos vies, nous les relevons notamment à travers ce que nos parents nous ont transmis. Mon père, hélas, n'est plus là. Il n'aura pas pu fouler les pavés de cette cour. Parmi les choses qu'il m'a transmises, parmi les valeurs qu'il m'a transmises, il y a notamment, je crois, la droiture. Et je peux dire que cette valeur m'a été particulièrement utile ici à Matignon, notamment dans les toutes dernières semaines où les épreuves ont été nombreuses. Ma mère, qui est là, quand on lui demandait, quand on était petit avec mes sœurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse plus tard ? Elle nous disait, tout me va, je vous suivrai toujours, à condition que vous soyez libre. La liberté. Quelle plus belle valeur que la liberté. Et je veux vous dire qu'au moment où je quitte Matignon, et peut-être plus encore qu'auparavant, la liberté sera au cœur des valeurs qui m'animeront dans les mois et les années à venir. Monsieur le Premier ministre, la France, la République sont ce que nous avons de plus précieux. Je crois dans notre pays. Je crois en nous. Nous avons en nous ce génie français qui fait que toujours, la France sait se réunir lorsque l'essentiel est en jeu. L'avenir nous appartient, je le sais. La France est belle, la France est forte, la France est grande. La France n'est pas n'importe quel pays. Française, Français, n'abandonnez jamais vos rêves de concorde. Ne renoncez jamais à votre désir d'unité. N'oubliez jamais votre vocation de grandeur. Tout est possible, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie.
Je peux dire quelques mots, là. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur avec lequel, partout en France métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Hein. Bien sûr. Voilà. Et puis j'ai bien aimé la manière dont vous avez plus personnellement évoqué votre famille, votre maman. Je pense qu'elle ne voudra pas se signaler. Mais j'irai l'embrasser tout à l'heure. Comme moi, je salue ma propre famille et mon épouse Isabelle qui est ici. Une maman, c'est très important. Hein. On va peut-être dire des choses un peu surprenantes pour 2 premiers ministres au moment de cette passation de pouvoir, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère formidable aussi, qui transformait tous les problèmes qu'elle rencontrait dans sa vie personnelle en cause publique. C'est ainsi qu'elle a consacré toute sa vie à un sujet d'ailleurs qui fait l'objet d'un des projets de loi sur la sécurité routière, et un autre défi qui était celui de l'accompagnement des familles, des amis de malades mentaux. Je n'ai pas oublié ces combats, je n'ai pas oublié le moment très personnel et très émouvant où elle m'a demandé de lui remettre la Légion d'honneur. Je n'ai pas oublié non plus ce qu'elle m'a dit un jour où elle était venue me porter la contradiction dans ma toute première réunion électorale. Il se trouve qu'elle était une femme chrétienne de gauche. Et elle m'a dit, Michel, tu as les opinions que tu veux. J'étais déjà gaulliste. Et ça reste ma principale fierté de m'être engagé derrière le général de Gaulle quand j'avais 14 ou 15 ans. Ne sois jamais sectaire. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Voilà. Merci Gabriel pour vos mots qui me touchent et qui m'accompagnent et qui m'encouragent, qui est important compte tenu de ce que vous avez fait depuis plusieurs années au sein du gouvernement et dans les tout derniers mois ici à la tête du gouvernement à l'hôtel Matignon. Compte tenu aussi du rôle que vous jouez désormais, qui est très important, à la tête du 2e groupe de l'Assemblée nationale, le groupe Ensemble pour la République. Mesdames et messieurs, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, et grâce à la presse au-delà de cette cour, nous sommes dans un moment grave. Gabriel Attal l'a dit d'ailleurs à son tour tout à l'heure. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. J'ai dit un jour à Gabriel Attal, formidable d'être le Benjamin, mais c'est un titre qu'on perd très vite. Hein. C'est vrai. On gagne des cheveux blancs. Et moi, je l'ai perdu il y a très longtemps, le titre de Benjamin. Beaucoup d'humilité, mesdames et messieurs, mais aussi avec une forme que je peux dire olympique, puisque j'ai consacré 10 ans de ma vie aussi à organiser des Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy. J'ai été aussi
très touché pour ce que vous avez dit du succès des Jeux olympiques et du succès qui se déroule même, des Jeux paralympiques. Peut-être aussi un mot de ce qui est très important pour moi, qui est le bénévolat. Il y a 40 000 volontaires, souriants, efficaces, disponibles, qui ont donné une tellement belle image de la France à ces millions de gens qui sont venus nous trouver. Je dis ça parce qu'ils sont là dans des Jeux Olympiques, dans d'autres manifestations, mais les mêmes volontaires, les mêmes bénévoles, les mêmes militants associatifs que je vais m'efforcer de reconnaître et d'accompagner un peu plus sur le terrain, sur les stades, dans les écoles, dans les associations sociales ou sportives. Ils font vivre et ils sont l'honneur de la République. Voilà ce que je pense depuis longtemps. Donc de l'humilité, une forme olympique, et puis aussi de la détermination. Celle qu'il faut pour que cette nouvelle page qui commence, cette époque, cette période, soit une période utile pour les Français et pour la France. J'aurai l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoqués, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. On attend qu'ils disent la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. On attend qu'ils disent la vérité sur le rôle vital que tiennent et que jouent dans tous nos territoires métropolitains et outre-mer les acteurs du monde de l'économie, des grandes entreprises industrielles. J'en ai connu beaucoup dans ma région, comme des entreprises plus petites ou de l'artisanat, les entreprises du monde agricole et de la pêche aussi, dont j'ai eu l'honneur d'être le ministre il y a quelques années, pas loin d'ici. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Il faudra sans doute aussi de la persévérance pour continuer un certain nombre d'actions engagées sous l'autorité du président de la République pour l'emploi, notamment industriel, et l'attractivité de la France. Et puis la persévérance aussi pour la défense de nos intérêts en Europe. Mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir, du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux, qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. Je n'oublie pas, mesdames et messieurs, je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris sur le terrain
dans mon département de la Savoie. À coup sûr, nous devons et nous allons davantage agir que parler, pour trouver partout les solutions qui marchent. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas, qu'il faut respecter. Trouver les solutions qui marchent avec toutes celles et tous ceux qui, de bonne volonté, voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. C'est une question de bon sens, c'est une question aussi qui touche à ce que j'appelle l'intérêt général ou le bien commun de notre pays. Mesdames et messieurs, ce soir, au moment de commencer à écrire cette nouvelle page, avec tous ceux qui le voudront, avec votre appui et votre expertise aussi, dont j'ai besoin, je pense aux Français de métropole, aux Français de l'outre-mer, aux Français de l'étranger, qui, quel qu'ait été leur vote, ou quelle que soit leur sensibilité aujourd'hui, ont un besoin et expriment un besoin de respect, d'unité et d'apaisement. Je ferai tout pour être à la hauteur de leur attente et de leur espérance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au travail. Au travail, ce sont donc les derniers mots de Michel Barnier. Allez, un rapide tour de table parce que voilà, je voudrais qu'on garde quand même un peu de temps pour parler des Jeux Olympiques dans un instant. Je commence avec vous, Franck Morel. Qu'est-ce que vous retenez des propos du nouveau Premier ministre ? Les mots suivants, à mon avis, résument bien la tonalité. Humilité, utilisé plusieurs fois. Oui. Respect, écoute, utilisé plusieurs fois. L'anecdote sur sa maman... chrétienne de gauche, qui lui a dit, lui gaulliste, ne sois pas sectaire. Tout ça résume assez bien la tonalité globale. On voit bien, effectivement, que le nouveau Premier ministre a à cœur d'envoyer un message d'apaisement. D'ailleurs, le mot a été utilisé à la fin de son discours, apaisement. Et donc, voilà, c'est vraiment, on recherche dans chaque passation de pouvoir, effectivement, les mots un peu qui donnent le ton. On a ici effectivement la tonalité globale. Avec un moment intéressant, Gabriel Attal qui rappelle tous les dossiers en cours qui sont sur le bureau du Premier ministre, Mathieu Souquier, et Michel Barnier qui dit oui, ok, très bien, mais je vais quand même mettre ma patte. C'est pas seulement un petit jeu d'éloquence, c'est aussi, il y a aussi un enjeu politique, on l'évoquait tout à l'heure. Oui. Se démarquer, ne pas être trop dans la continuité. C'est ça, une façon de montrer qu'il n'est pas dans la continuité. Je rebondis sur ce que vous disiez, humilité, écoute, respect. Un hommage à la société civile, un hommage aux corps intermédiaires, insister sur son ancrage territorial et, ce qui n'est pas commun pour un homme issu de la droite, évoquer au même titre que la dette financière, la dette écologique. Oui. En tout cas, tous ces petits cailloux le singularisent, y compris d'Emmanuel Macron, sur le respect, l'écoute, l'humilité. L'ode à la société civile et aux corps intermédiaires, ce sont sans doute des choses qui ont pu faire défaut, ou en tout cas été perçues comme telles depuis un certain nombre d'années. Il y aura aussi des changements et des ruptures, a-t-il dit, mais alors là, il n'est absolument pas rentré dans le détail, parce que c'est là-dessus que ça se complique. Hein, on va attendre le détail de cette rupture, mais je partage ce qui a été dit et aussi cette volonté d'incarner justement quelque chose de différent, d'écouter les Français dans toute leur diversité. Il a fait très attention à nommer les Français d'outre-mer, on sentait les Français d'en bas. Ça rappelait un peu cette expression, la France d'en bas, qui est un peu datée. Mais voilà, cette attention portée et cette volonté aussi de répondre aux préoccupations. J'ai noté qu'il a cité la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, l'environnement, qui sont les principales préoccupations des Français. Oui. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de montrer qu'il est capable de répondre et d'apporter des solutions concrètes. Avec donc le mot unité et le mot humilité sont deux mots qui collent aussi très bien à la perception des Jeux Olympiques et de la réaction des athlètes français lors de ces Jeux Olympiques. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le choix de Michel Barnier et ça m'offre évidemment, merci à tous les trois,